Et du coup, aujourd'hui, forcément, dès que vous créez une nouvelle application qui va massivement attirer les plus jeunes, vous allez attirer ce qu'on appelle les prédateurs sexuels. Donc Christophe, tu as parlé effectivement, tu as utilisé un mot tout à fait juste, c'est le mot redoutable qui peut avoir deux sens, hein, soit un sens positif comme tu l'as exprimé, mais aussi un sens négatif. Et j'ai l'impression, voilà, comme outsider un petit peu, qu'on parle surtout de TikTok de manière négative, ou en tout cas lorsqu'on en entend parler dans les médias, c'est pas forcément de la manière aussi positive que ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Donc il va falloir qu'on en parle quand même, et je pense que la personne qui est tout à fait légitime pour en parler, c'est Justine. Comment est-ce que Justine on fait pour justement protéger ces adolescents ou les plus petits, hein, parce que il y en a qui n'attendent pas d'avoir 13 ans ou 15 ans pour être sur TikTok, il y a des beaucoup plus jeunes. Comment est-ce qu'en tant que parent on fait pour protéger ces enfants? Alors déjà, il faut avoir conscience que TikTok, et comme tous les autres réseaux sociaux et comme globalement tout Internet, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle pour vérifier l'identité d'un internaute et notamment son âge. Donc ça pose des questions dans tout l'environnement numérique et donc y compris sur toutes ces applications. Donc pour l'instant, tous les réseaux sociaux, effectivement, n'autorisent pas officiellement les moins de 13 ans, mais n'ont pas mis en place ni les uns ni les autres de système pour les reconnaître et donc les refuser éventuellement. Ce qui fait que toutes les applications qui séduisent les jeunes sont effectivement extrêmement aussi consommées par des moins de 13 ans qui mentent sur leur âge pour beaucoup. Mais il faut savoir aussi que pour beaucoup, ils le font avec la complicité de leurs parents. Hein. La majorité en fait des enfants qui sont sur ce type d'application avant 13 ans, leurs parents le savent très bien en fait. Hein. Parce que les parents sont aussi, alors notamment sur TikTok, d'ailleurs c'est très vrai pour TikTok, les parents sont très fascinés par les compétences que leurs enfants ont, les compétences d'ailleurs que soulevait Christophe aussi, voilà, d'expression, de danse, de musique, cette espèce de façon qu'ils ont d'être tellement à l'aise devant une caméra et un micro, et voilà. Et les parents sont fascinés par ça, en redemandent, voilà, et du coup laissent sans aucun problème leurs enfants de moins de 13 ans aller sur ces applications. Donc ça, c'est vrai pour TikTok, c'est vrai pour les autres, mais voilà, ça il faut le dire. Ça, c'est une chose. Ensuite, comme toutes les applications qui attirent les jeunes, et c'est vrai que la dernière toujours qui attire les plus jeunes, c'est forcément encore plus le cas, elle va attirer les gens qui sont attirés par les jeunes. Et ça, c'est vrai comme pareil, depuis le début d'Internet, c'est comme ça. C'était le problème des mécènes il y a très longtemps. Donc vous voyez que c'est vieux comme Internet en tout cas. Et du coup aujourd'hui, forcément, dès que vous créez une nouvelle application qui va massivement attirer les plus jeunes, vous allez attirer ce qu'on appelle les prédateurs sexuels, voilà, qui effectivement veulent rentrer en contact directement avec des enfants, à l'abri du regard des adultes et notamment de leurs parents. Et donc forcément pour ça, Internet et les réseaux sociaux, c'est formidable puisque vous parlez tout de suite en direct à un enfant sans aucun contrôle ni modération. Donc je fais exprès de faire le lien entre ces deux sujets pour que les parents comprennent bien que c'est pas pour les embêter qu'on leur dit de ne pas mettre leurs enfants avant 13 ans sur ces applications, c'est parce qu'ils arrivent sur un endroit qui est un endroit de communication, qui est, comme on dit en anglais, un social media, donc un média, donc sur lequel on est en lien potentiellement avec plein de gens. Et comme les enfants aujourd'hui, le Graal absolu, c'est d'être populaire, donc c'est d'être connu, donc c'est d'avoir plein de followers. Ça n'a pas de sens d'aller sur cette application pour pas vouloir avoir plein de gens qui vous regardent, qui vous suivent, qui évidemment dans un monde idéal vous like, etc. Donc voilà, ça c'est un peu contradictoire. Donc c'est vrai que voilà, il faut que les parents sachent pourquoi on met tout ça en place et que les enfants vont forcément tomber là-dedans. Par ailleurs, donc voilà, ça c'est ce côté-là. Après, TikTok, c'est vrai, a été pas mal accablé sur la question des données personnelles, notamment aux États-Unis, c'est ça qui a posé de gros problèmes et qui, bon, sans compter qu'avec ses origines chinoises, c'était redondant avec d'autres problématiques. Mais si on met ça de côté, il y avait ce problème de collecte des données personnelles. À nouveau, qui concerne tous les réseaux sociaux qui collectent des données personnelles, y compris de mineurs. D'autres plateformes ont été d'ailleurs sanctionnées aux États-Unis à ce sujet-là. D'autres plateformes vidéo qu'a cité Corentin, d'autres réseaux sociaux, etc. Donc voilà, donc ça met en exergue en fait le fait que toutes ces plateformes et ces réseaux sociaux manquent totalement de transparence sur leur fonctionnement, sur la façon dont ils collectent effectivement les données personnelles, sur profondément dans les détails leur modèle économique. On le connaît évidemment, c'est avec nos données personnelles, mais on ne sait pas forcément tout dans les détails. Et évidemment, le Graal absolu qui est l'algorithme, ça, la transparence, elle est néante. Et c'est vrai que TikTok, d'ailleurs, je pense aussi
a peut-être acquis une mauvaise réputation, un petit peu orienté par ses concurrents, parce que c'était le nouvel entrant et qu'il leur prenait des clients. Parce qu'en réalité, c'est vrai que l'algorithme de TikTok, voilà, tout le monde rêverait de le connaître parce qu'apparemment, il est particulièrement performant et redoutable, sans doute. Ça, c'est peut-être ça justement le problème. Et je pense que les autres aiment bien le connaître. Donc apparemment, il a vraiment une valeur ajoutée. Il a été très travaillé là-dessus et c'est vrai qu'il vous prend, quoi. Il vous prend, il vous aspire, mais il le fait de façon, alors pour le coup, assez transparente, je trouve, avec l'utilisateur. Parce que la première fois que vous allez sur TikTok, on va vous demander quels sont vos centres d'intérêt, quel genre de vidéos vous aimeriez voir, ce que font pas tellement les autres. Ils vont le faire sans vous le dire. Là, on vous demande quand même. Et puis après, dans les premières vidéos qu'on vous propose, on vous demande de dire si vous les aimez ou pas, si vous voulez finalement qu'elle participe à construire votre algorithme personnel, donc votre bulle, comme dit Corentin, votre bulle à vous algorithmique. Et je trouve que c'est intéressant à ce titre-là parce que ça vous montre que vous construisez votre bulle algorithmique. Et ça, quelque part, je trouve ça finalement assez pédagogique. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de parents, en fait, d'adultes qui ne connaissent pas, et les ados le font, mais sans le savoir. Donc ça, à ce titre-là, je trouve ça, malgré tout, assez intéressant. Maintenant, effectivement, voilà, il y a ces problèmes de données personnelles, il y a ces problèmes de prédateurs sexuels, il y a ces problèmes de contenu parfois, parce que c'est vrai que, comme c'est vous qui construisez votre bulle, si vous avez moins de 13 ans et que vous construisez une bulle de contenu un peu adulte, ça peut poser problème. Et ça, c'est vrai que ça existe. Et c'est vrai qu'il y a des contenus, voilà, qui sont parfois un peu, en tout cas, très hypersexués, on va dire, puisque c'est le mot qui va bien sur les contenus des enfants et des ados et parfois des plus grands. Et ça, c'est vrai. Alors ça pose aussi d'autres questions sur la société médiatique dans laquelle on est, où, comme l'a dit d'ailleurs Corentin, on nous apprend tous à avoir les codes journalistiques, les codes des magazines qui fonctionnent, mais c'est aussi les codes de Voici et de Closer. Et qu'est-ce qui marche en une? Ben, c'est la sexualité de près ou de loin, des images choquantes, etc. Et donc ça marche aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui, d'ailleurs, manifestement, des tests sont faits et c'est ça qui capte le plus longtemps notre attention. C'est-à-dire que si on tombe sur une vidéo avec un contenu de nudité, et ben on va rester plus longtemps automatiquement pour regarder ce que c'est, jusqu'où c'est nu ou pas. Voilà, on est assez primaire là-dessus, on est tous comme ça, plus que d'autres contenus. Et donc forcément, c'est ces contenus-là qui vont fonctionner davantage. Et comme ça vous garde votre attention, vous restez plus longtemps dessus. Le modèle économique de la plateforme fonctionne très bien comme ça. Donc voilà, donc il faut que les parents connaissent tous ces risques, sans compter que c'est assez risqué finalement de mettre un enfant sur ces outils-là trop tôt parce qu'il va effectivement au départ bénéficier peut-être d'un engouement, être très séduit par sa propre séduction. Mais ça vous fragilise en fait à très long terme si vous vous construisez trop tôt comme ça. C'est un peu ce qu'on a pu voir avec des enfants stars, avec d'autres médias, que ce soit au cinéma, dans la chanson ou autre. C'est-à-dire quand vous êtes piqué très tôt par la célébrité, vous pouvez chuter très bas et très brutalement à l'adolescence ou un peu plus tard parce qu'on vous aime moins, on vous aime plus. Vous changez, vous êtes moins aimable, entre guillemets, moins séduisant. Et puis vous confondez le fait d'avoir des likes et le fait d'être quelqu'un de bien. Votre estime de vous, elle va être complètement liée au nombre de likes et ça, c'est destructeur. Et voilà. Et donc, en fait, contrairement à ce que croient les parents, ils vont pas du tout renforcer leurs enfants en les mettant très tôt sur ces outils-là. Ils vont même les fragiliser potentiellement. Et donc, il vaut mieux attendre quand même un certain âge, d'être un peu sûr de soi, être prêt à encaisser peut-être que Corentin a parfois, c'est-à-dire des commentaires très désagréables, des gens qui vous disent que c'est nul ce que vous dites, que vous êtes moche, que vous êtes con et qui vous chambrent, etc., voire des trolls et autres. Et voilà, ça, il faut être armé quand même pour le supporter et le gérer. Voilà, donc tout ça, c'est un environnement qui a l'air très sympa, mais qui n'est pas toujours facile à gérer. Et les parents, en plus, aujourd'hui, à mon avis, ne sont pas toujours très capables de transmettre des bonnes pratiques, justement, et des réflexes à avoir. Donc, c'est pas forcément extrêmement souhaitable de les laisser là-dessus. Alors, on est sur les dangers, donc c'est pour ça que je fais le catalogue. Ça paraît un peu violent, mais comme on a dit beaucoup les avantages tout à l'heure, la première partie, c'était le temps peut-être un peu voilà, malheureusement de mettre la loupe là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut le savoir. Alors peut-être que Corentin a d'autres risques ou dangers à énoncer. Ça peut être intéressant aussi qu'il le dise de la part quelqu'un qui ressemble moins aux parents, justement. Au niveau des risques et des dangers, je pense que, alors tu en as cité beaucoup, je pense que toutes ces choses-là, elles se retrouvent en fait dans notre vie réelle entre guillemets aussi quoi. Pour beaucoup, alors il y a des nouvelles formes, ça prend une autre forme parce que c'est numérique, c'est sur Internet, mais c'est des comportements qu'on a tous vus et dont on a tous été témoins, peut-être dans la rue, peut-être dans la cour d'école, ce genre de choses-là. C'est juste que là, la portée, elle est infiniment plus grande. Et c'est un peu la problématique de la chose, c'est qu'il faut être adapté à ce monde-là et prêt à encaisser, comme tu disais Justine, beaucoup plus
qu'on pourrait avoir dans la vraie vie, dans la vie physique, j'ai envie de dire plus que la vraie vie. Il faut être prêt à prendre beaucoup plus de commentaires haineux, beaucoup plus de gens qui se sentent pas bien, qui sont négatifs. Il faut aussi être prêt à du jour au lendemain, en fait on n'a plus de vues, on n'a plus de likes. Est-ce que je fais quelque chose de mal? En fait non. Oui ou non, peut-être que c'est l'algorithme, peut-être que c'est le contenu qui est plus pertinent parce que la concurrence augmente. Il y a tellement de facteurs et c'est un monde tellement complexe qu'effectivement c'est mieux de rentrer dans ce monde-là petit à petit et d'être armé physiquement, émotionnellement pour toutes ces interactions sociales qui sont beaucoup plus nombreuses que dans notre vie d'enfant ou de préadolescent habituel, quoi. Comment est-ce que toi tu gères justement les commentaires négatifs que tu peux avoir sur tes contenus? En général, je les regarde avec de la curiosité, surtout. Souvent, alors il y a beaucoup de commentaires négatifs qui viennent d'enfants en fait, et de préadolescents et d'adolescents aussi, hein, qui sont pas forcément équipés pour discuter, pour donner des émotions, transmettre des émotions de façon appropriée, de façon polie. Et il y a des vidéos qui les choquent, des propos qui vont à l'encontre de leur éducation, même si la vidéo en elle-même n'est pas forcément choquante, c'est quelque chose dans la vidéo, une valeur qui leur a pas plu, et du coup ils se lâchent un peu. Donc il y a beaucoup de commentaires comme ça. Ça, en général, je réponds avec une petite explication de mon point de vue, et surtout avec le plus de bienveillance possible. Ça sert à rien de se disputer sur Internet. Il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de ça. Et souvent, on a une réponse avec un ah merci, j'avais pas compris, désolé. Ça arrive très souvent. Et la deuxième catégorie, la deuxième grande catégorie, ce sont les adultes qui savent tout parce qu'ils sont plus vieux et que voilà, on ajoute les 3 petits points derrière. Et là, en général, c'est plus essayer d'avoir un peu de compassion et de se dire dans quelle situation il faudrait que je sois, moi, pour laisser un commentaire comme ça sur une vidéo de quelqu'un de random que j'ai vu au hasard de 23 ans que je ne connais pas, dans quelle situation il faudrait que je me trouve en fait. Et dans ce cas-là, on répond souvent, en tout cas j'essaie de répondre le plus souvent avec moins d'explications, mais plus quelque chose qui s'approche du je te comprends, et bonne journée, bonne soirée, et sans aller beaucoup plus loin parce que de toute façon on pourra pas avoir un impact énorme. La seule chose qu'on puisse faire, c'est montrer l'exemple aux autres qui sont dans les commentaires et montrer l'exemple aux jeunes aussi qui regardent tout ça parce que ça fait partie des commentaires de TikTok, c'est pas que les vidéos. Et aussi soit s'armer contre ce genre de choses et le laisser passer en fait, laisser couler. Il faut que ça passe au-dessus de ta tête et que tout aille bien, même si il y a eu un commentaire négatif sur internet, quoi. Pourtant, tes contenus sont pas très clivants, sont pas des contenus qui sont choquants, c'est plutôt des contenus instructifs ou éducatifs. Donc c'est assez curieux que des gens puissent laisser des commentaires négatifs. C'est parce que le contenu en fait importe peu aux commentaires négatifs. Le contenu, il est là, c'est un prétexte. Le commentaire négatif, il vient d'un état émotionnel, il vient de quelqu'un qui se sent pas bien et qui a besoin de le faire savoir ou qui a besoin de rabaisser quelqu'un d'autre. Et peu importe si c'est un contenu sur le cinéma comme je peux faire ou un court-métrage ou quelqu'un qui danse, en fait, c'est un besoin du spectateur de s'exprimer, d'exprimer sa négativité, son émotion et de déverser, d'en donner un petit peu aux autres. Et peu importe si c'est sur un contenu de danse ou de cinéma, en fait. C'est un prétexte.